Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Akili. Il est 9h30 sur Sud Radio, la vérité en face. La religion musulmane est incompatible avec la modernité et responsable du blocage des sociétés orientales, et son expansionnisme en Europe représente un danger. Ce constat très cash, sans détour, c'est le vôtre, Fergan Aziari, bonjour. Bonjour. Vous êtes entre autres essayiste, vous êtes également chroniqueur au Figaro Magazine et vous signez aux éditions de la Cité l'islam contre la modernité. Merci d'avoir accepté cette invitation sur Sud Radio. Oui, et je trouve que j'ai lu votre livre, pas tout, parce que c'est très dense. J'invite à sa lecture. C'est un essai extrêmement courageux. Je tiens à vous le dire ce matin. Merci. Nous allons l'ouvrir ensemble. Nous évoquerons à la fin de cet entretien, je vous demanderai de porter un regard quand même, Fergan Aziari, sur ce qui se passe en Iran et cette relation que la France, l'Europe entretient avec Monsieur Trump. Ce qui se passe aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est au détriment des combats qui seraient à mener contre les réelles menaces qui pèsent sur l'Occident. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. On l'évoquera dans la deuxième partie de cette vérité en face. 0826 300 300. Vous nous appelez si vous voulez réagir. Tout d'abord, avec vous, cet islam contre la modernité, que vouliez-vous démontrer dans cet essai précisément ? Écoutez, merci beaucoup pour votre invitation. En fait, cet essai part d'un état des lieux assez, je crois, simple à partager. C'est que les sociétés musulmanes sont dans un état qui n'est guère reluisant. D'ailleurs, les musulmans n'ont pas attendu mon livre pour faire ce constat, puisque ça fait 2-3 siècles maintenant qu'ils déplorent l'état lamentable de leur propre société. Le monde musulman, on le sait aujourd'hui, est composé d'une quantité disproportionnée de régimes autoritaires où la liberté et l'égalité, par définition, relèvent de la science-fiction. Il existe 1,9 milliard de musulmans aujourd'hui qui peuplent cette planète. Seulement 1,9 milliard, oui. Seulement 3% d'entre eux vivent dans des régimes plus libéraux et démocratiques que la moyenne mondiale. 3%. C'est dans les sociétés non musulmanes que les musulmans jouissent des libertés les plus étendues et bénéficient de la condition la moins désagréable. Un paradoxe qui, selon moi, doit être quand même médité et en premier lieu par les principaux intéressés. La quasi-totalité des sociétés musulmanes se trouve dans la moitié inférieure des grands classements qui s'intéressent à la condition féminine et à l'égalité homme-femme. Les sociétés musulmanes sont surreprésentées parmi les nations où se déroulent des conflits armés. Le palmarès des organisations terroristes les plus meurtrières est hélas principalement composé de groupes d'obédience musulmane. Et enfin, la contribution du monde musulman au progrès humain n'est absolument pas à la hauteur de son poids démographique. En 2008, la Banque islamique de développement basée en Arabie Saoudite, peu suspecte, je crois, d'islamophobie, déplorait que le monde musulman n'était responsable que de 0,1% des découvertes scientifiques originales, alors même que le monde musulman pèse un quart de la population mondiale. Vous battez en brèche un certain nombre d'idées reçues, quand même, là, pour le coup. Ouais. Cette idée, par exemple, alors il y a effectivement cette idée reçue très répandue qui voudrait que toute cette misère serait imputable notamment à la colonisation européenne. C'est un récit qu'on entend aussi bien en Orient qu'en Occident et qui a énormément d'écho. Un récit qui s'impose. Un récit qui s'impose, parfois d'ailleurs par les institutions les plus officielles. Bon, l'inconvénient de ce récit, c'est que il néglige le fait que les sociétés musulmanes, avant l'arrivée des Européens, n'étaient pas vraiment ce qu'on pouvait appeler des Eldorado droits de l'homiste. Peut-on vraiment reprocher aux Occidentaux le fait que les musulmans ont mis 3 siècles à s'approprier l'imprimerie après son invention par Gutenberg? On ne peut pas vraiment reprocher à Bonaparte d'être responsable du fait que les Égyptiens découvrent l'imprimerie pour la première fois avec l'arrivée des troupes françaises et mettront 20 ans après le départ des troupes françaises pour s'approprier cette technologie. Et d'ailleurs, on néglige aussi le fait que les sociétés musulmanes, avant l'arrivée des Européens, étaient des régimes tout à fait autoritaires, des régimes esclavagistes pour la plupart d'entre eux, qui pratiquaient parfois l'esclavage dans des proportions bien plus élevées que celles que nous retrouvions dans les Amériques. Et l'esclavage était tellement enraciné d'ailleurs que les sociétés musulmanes ont été incapables de lutter
contre cette infâme institution de leur propre initiative, et que le reflux de l'esclavage doit presque tout, en tas d'islam, aux pressions coloniales occidentales, ce dont on se garde bien de rappeler. Alors, Fergan Aziari, vous me corrigez si je dis des bêtises, mais vous êtes issu vous-même d'une famille musulmane comorienne ? Tout à fait. Oui. En fait, vous êtes très critique de cette religion islamique. Vous refusez la distinction entre islam et islamisme. Oui, je refuse cette distinction pour une raison très simple, c'est que je m'intéresse à l'histoire des termes. Quand on s'interroge, quand on examine l'histoire de ces mots, on se rend compte que du 18e à la seconde moitié du 20e siècle, les termes islam et islamisme étaient utilisés de manière interchangeable dans la langue française pour désigner à la fois la religion musulmane et ses prétentions juridiques. Ce n'est que dans la deuxième moitié du 20e siècle, à partir des années 70-80 pour être précis, qu'on a commencé à fabriquer cette espèce d'artifice sémantique qui voudrait que l'islam serait d'un côté une foi privée tout à fait honorable, tandis que l'islamisme seul serait un projet théocratique. En réalité, cette distinction n'avait aucun fondement scientifique, aucun fondement historique. Cette distinction allait à l'encontre de 1200 ans d'histoire et de jurisprudence musulmane, mais elle correspondait à une logique politique. Elle était motivée parfois pour de bonnes, parfois pour de mauvaises raisons. La bonne, ne pas stigmatiser les communautés que l'Europe accueillait en nombre important. La moins bonne, une volonté d'aveuglement, selon moi, une volonté de se rassurer, de ne pas regarder la réalité en face et de ne pas avoir à dire la vérité sur les implications de cette religion au nom d'une espèce d'infantilisation des musulmans et des non-musulmans dont on paie aujourd'hui le prix. Vous êtes sévère dans cet essai, vous dites, j'ai noté notamment, il y a tant de choses à dire, mais vous dites l'histoire du monde musulman, je vous cite, est jalonnée d'occasions manquées de se familiariser avec les cultures les plus raffinées de son voisinage, comme si une malédiction le condamnait, le monde musulman, à la cécité. Pourquoi, d'après vous ? C'est un aspect qui est très important de l'ouvrage et peut-être l'aspect le plus important selon moi. La propagande musulmane enseigne que l'islam est né dans une espèce de désert arriéré, un Orient arriéré. C'est-à-dire qu'il y a eu une volonté de la part des historiens musulmans de dévaloriser l'héritage des sociétés pré-islamiques, alors même que l'islam, comme le rappelle l'historien français Fernand Braudel, est né au Proche-Orient au 7e siècle, c'est-à-dire à l'intérieur de l'un des plus vieux, sinon le plus vieux carrefour de peuples et d'hommes civilisés qui soient au monde. C'est-à-dire que lorsque l'islam s'empare du Proche-Orient, l'islam ne va pas s'emparer d'un désert putride. L'islam va s'emparer de la Mésopotamie, la région qui a inventé l'écriture, l'agriculture, la sédentarité, les premiers codes de loi, bref, la civilisation, excusez du peu. L'islam va s'approprier la Perse qui avait à l'époque accueilli d'importants éléments païens, chrétiens, qui étaient particulièrement versés dans les sciences antiques. L'islam va très tôt bénéficier de la technologie chinoise de la fabrication du papier. L'islam va s'approprier l'Égypte et la Syrie, c'est-à-dire les sociétés les plus riches, les plus lettrées, les plus peuplées de l'Empire romain d'Orient. Ce qu'il faut retenir, c'est que le monde musulman est parti avec un patrimoine immatériel incroyable. C'est-à-dire qu'ils sont partis avec un legs, avec un héritage très prestigieux et beaucoup plus riche dont ont bénéficié par exemple les fondateurs des religions juives et chrétiennes. Et avec un tel héritage, les musulmans étaient appelés à caracoler en tête des nations sur tous les plans. Et on voit bien que ce vieux carrefour de peuples civilisés est devenu dans un état et a connu une trajectoire tout à fait tragique et consternante. Justement, dans la foulée de ce que vous décrivez, vous dites la révolte des modernes contre les anciens n'a pas eu lieu. Trop d'exilés ont choisi de perpétuer leur tradition réactionnaire, vous dites, en multipliant les demandes absurdes. Vous listez mosquées, écoles coraniques, salles de prière sur les lieux de travail pour invoquer leur dieu imaginaire, sans oublier le droit de se draper dans des vêtements évoquant un autre âge. Violence, tribalisme et obscurantisme, les mots qui gangrènent le monde musulman ont été transplantés au cœur de l'Europe avec la bénédiction de ses dirigeants. Oui, je cite notamment. Il est rare de lire un tel constat. Je ne dirais pas que vous prenez un risque en écrivant ça. Est-ce que vous en êtes conscient ?
Vous exposez une forme de risque. On peut vous reprocher ce propos. J'essaye d'avoir une analyse tout à fait froide de la situation. Vous évoquez tout à l'heure en effet que je suis originaire, enfin que mes parents sont originaires des Comores. Alors je ne précise pas ça pour en faire un argument d'autorité. Hein. Les origines ne disent absolument rien de la qualité d'un propos. Mais vous pourriez être chrétien ou juif et écrire sur l'islam. Oui, tout à fait, exactement. L'islam n'appartient pas aux musulmans. C'est une religion qui a une prétention universelle, et donc la moindre des choses, c'est que même les non-musulmans puissent s'interroger. Mais si je rappelle en effet ce parcours qui est le mien, c'est aussi pour donner des clés sur les raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre. Quelles sont-elles ? Disons que lorsqu'on est issu de l'immigration postcoloniale, on est nécessairement amené à s'interroger sur les dysfonctionnements qui ont conduit nos parents à l'exil. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'actualité politique et que ma conscience politique a commencé à s'aiguiser, il a bien fallu que je me pose la question de savoir pourquoi j'étais là. Alors pas sur Terre, ce qui est une question existentielle un peu compliquée à résoudre, mais enfin, pourquoi en effet mes parents ont ressenti le besoin de traverser tout un continent et de voyager 8000 km du lieu de leur naissance. Et je pense que quand on se pose cette question, on est nécessairement amené à s'intéresser au dysfonctionnement du monde musulman. Moi, ce qui m'interpelle en effet, c'est que il y a beaucoup plus de musulmans qui migrent vers l'Occident qu'il y a d'Occidentaux qui migrent vers l'islam, pour une raison très simple, c'est que les sociétés occidentales sont parvenues quand même à bâtir des sociétés et des régimes beaucoup plus épanouissants que les sociétés musulmanes. Et là où les descendants de l'immigration musulmane devraient être les premiers, à mon avis, à se détourner des coutumes qui ont complètement ruiné les pays de leurs ancêtres, hélas, on observe trop souvent la tendance à reproduire les tares de ces pays-là. Cela renvoie évidemment aux problèmes d'intégration qui obsèdent aujourd'hui la société française, et pour une raison tout à fait légitime, c'est que toutes les études sociologiques montrent malheureusement, et je dis bien malheureusement parce que je m'en désole, que les populations d'origine musulmane sont en moyenne, il faut pas essentialiser les gens, mais en moyenne plus réfractaires que les autres aux valeurs libérales et démocratiques, ce qui pose quand même de nombreuses questions. Allez, on va voir sur ce qui se passe en Europe et en France vis-à-vis de l'islam dans la deuxième partie de cet échange avec vous, très enrichissant. Fergan Aziari, je rappelle le titre de votre ouvrage, on y revient dans un instant, l'islam contre la modernité, aux éditions de la Laïcité. Il me reste à peu près 2 chapitres à lire. Je vous avoue qu'hier soir, quand j'ai commencé à le lire, je ne m'arrêtais plus. C'est absolument, c'est un propos assez rare. C'est très précis, très documenté, c'est carré, il n'y a jamais de propos haineux, si je puis dire. C'est extrêmement à froid. Et votre motivation d'ailleurs suscite des critiques sur les réseaux sociaux. On en dira un mot juste après. Vous restez avec nous, 9h45 minutes. La vérité en France, la vérité en face sur l'antenne de Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Akili. Avec notre invité Fergan Aziari pour son L'islam contre la modernité aux éditions de la Cité. Vous faites le constat inquiétant d'une islamisation galopante. Vous citez abondamment le Royaume-Uni, la Belgique, sans parler de la passivité d'autorité institutionnelle en Allemagne, au Danemark, en Suède. Et la France, à ce sujet, Fergan Aziari, comment expliquer cette progression d'un islam, on va dire, de combat, il ne faut pas nier les choses, dans notre pays, et une sorte de débat interdit? D'une part, moi, c'est vrai que je suis assez surpris de la pusillanimité qui est la nôtre quand on connaît l'histoire de France. Et je remarque, par exemple, que la France a été beaucoup plus intransigeante à l'égard de sa propre religion historique qu'elle ne l'est aujourd'hui à l'égard d'une superstition que je considère, moi, beaucoup plus dangereuse. On a oublié que les institutions républicaines telles que nous les affectionnons aujourd'hui sont le produit d'un combat anticlérical qui a été d'une violence inouïe. On a expulsé des dizaines de milliers de religieuses et de religieux en 1880, en 1902, 1903 avec l'expulsion des congrégations. On est allé jusqu'à ficher des militaires qui assistaient à la messe. On a destitué des centaines de magistrats qui entravaient l'application des décrets anti-cléricaux. Et ce qui m'étonne en effet, c'est que la patrie de Voltaire manifeste aujourd'hui une certaine timidité à l'égard d'une religion qui malheureusement produit une quantité disproportionnée de régimes
tyranniques partout dans le monde. Je pense qu'il faut y voir en effet la perte, le fruit, la conséquence de la perte de confiance dans notre culture et dans notre société. Le fait qu'on ait oublié aussi la virulence des combats du passé pour affranchir nos sociétés aux griffes des théocrates. Parfois, je relis, vous savez, cette littérature 18e et je me demande parfois ce que penseraient des gens comme Diderot s'il ressuscitait aujourd'hui et assistait à l'état de notre débat. Diderot qui qualifiait par exemple Mahomet du plus grand ennemi que la raison ait jamais eu, Voltaire qui désignait Mahomet comme étant un charlatan, Montesquieu lui-même qui désignait tous ces grands auteurs dont on se réclame aujourd'hui, je pense, seraient affligés par effectivement notre timidité. Et je ne le dis pas encore une fois contre les musulmans parce que je le répète, c'est dans les sociétés non musulmanes que les musulmans bénéficient des libertés les plus étendues. C'est-à-dire que même eux n'ont pas intérêt en réalité à l'islamisation de nos sociétés. Une islamisation qu'on laisse faire en raison d'une politique migratoire insuffisamment sélective, mais en raison aussi... Une forme de culpabilité? Oui, une forme de culpabilité historique, une culpabilité hémiplégique, parce que le fait qu'on jette un regard méfiant sur les entreprises coloniales du passé, ça ne me dérange absolument pas. Évidemment que c'est une bonne chose, mais le fait est que le passif de l'homme blanc a occulté le fait que les sociétés non occidentales n'ont pas été moins conquérantes, moins cruelles dans leur histoire, et on tend à oublier que dans l'histoire, aucun peuple n'est toujours et partout innocent. Et Ferghane Aziari, c'est ce qui explique notre prudence extrême, pour ne pas dire notre quasi-silence, notamment vis-à-vis de ce qui vient de se produire en Iran. Vous avez tout à fait raison. Moi, je suis assez consterné par notre passivité à l'égard de ce qui se passe en Iran. Je pense que si on avait davantage confiance en nos valeurs, nous serions les premiers à aider les Iraniens contre la République islamique. Vous savez, l'Iran, c'est un cas très intéressant et très particulier parce que, historiquement, l'Iran, c'est la première civilisation qui succombe aux expansions musulmanes. La Perse sassanide est le premier régime qui tombe. Mais c'est aussi l'Iran l'un de ces pays qui a gardé une mémoire pré-islamique et une identité islamique très forte. Le persan, à la différence du grec, du copte en Égypte, c'est maintenu. Et donc cette identité pré-islamique, cette mémoire d'une civilisation jadis florissante et rayonnante a survécu. Et à mon avis, ce n'est pas tout à fait étranger à la révolte que nous avons sous les yeux, puisque les études sociologiques à notre disposition montrent que les Iraniens affichent des niveaux de désaffiliation religieuse assez spectaculaires. Les mosquées sont vides en Iran. Si eux sont capables de se délivrer d'une superstition tyrannique, nous en Occident, nous n'avons aucune excuse pour ne pas faire le travail que nous permettent les espaces de liberté existants sur notre sol. Que dit le délégué général de l'Académie libre des sciences humaines? C'est vous. Que dit-il, que dites-vous de ce qui se passe aujourd'hui vis-à-vis de Donald Trump, entre l'Amérique de Trump, celle qui a l'Amérique qui a libéré la France et l'Europe le 6 juin 1944 à partir du débarquement, et notre Europe qui est confrontée à ce que vous décrivez à l'instant et qui n'arrive pas à s'entendre avec le président américain. Je trouve que sur le dossier du Groenland, l'Amérique est dans une posture totalement scandaleuse. Et je trouve incroyable que au moment où l'Occident fait face à de nombreux ennemis, que les États-Unis prennent le risque d'ouvrir un nouveau front au nord du continent européen. C'est irresponsable de diviser le front occidental à l'ère des prédateurs. Et j'espère que les pays européens seront capables de se dresser contre les ambitions impérialistes de Donald Trump. Mais pour ça, encore faut-il aussi enrayer ce déclin économique, culturel, démographique que nous avons laissé se produire parce que nos adversaires sont forts de nos faiblesses. Ferghane Aziari, vous êtes menacé. J'ai vu les insultes sur les réseaux sociaux. Bon, ça c'est un classique. Il suffit de fermer, ça n'existe plus. Parfois c'est aussi quelque chose qui peut se concrétiser de façon négative. Vous êtes protégé ? Non, pour l'instant, je ne suis pas menacé. Les insultes, évidemment, proviennent de gens un peu décérébrés qui n'ont pas d'arguments. Mais je reçois aussi beaucoup de messages de soutien, de gens qui sont tout à fait
heureux de voir un tel livre exister, parce que je pense que cette parole, j'espère en tout cas que ma contribution à ma modeste échelle contribuera à faire diffuser des idées, je crois, nécessaires. Parole libre et extrêmement documentée, je tiens à le préciser. Merci d'avoir accepté Merci cet entretien, Fergan Aziari. Je rappelle, l'islam contre la modernité aux éditions de La Cité. Il se vend bien, hein? Pour l'instant, ça va. Ça va, mais c'est de justice, bonne justice, parce que vraiment c'est un livre que j'invite à lire et qui est un éclairage extrêmement puissant sur les situations que nous traversons dans nos pays occidentaux. Merci à vous, Fergan Aziari, et bonjour, Valérie Expert et je et confirme, Gilles Dasman qui est là également. Oui, je confirme, j'ai commencé le livre de Fergan Aziari hier. C'est un livre courageux, vous l'avez dit, c'est un livre qui bat en brèche les idées reçues, et c'est un livre très iconoclaste sur l'islam, et je le conseille également. Je l'ai commencé hier et je le trouve absolument passionnant. Merci beaucoup. Au menu aujourd'hui. Alors nous on va parler, on va évidemment parler de Donald Trump et de son Conseil de la paix. Vous avez 1 milliard sous la main pour pouvoir y participer. Voilà. C'est ça, oui. On va revenir sur ce bras de fer entre Donald Trump et Emmanuel Macron, entre autres. Et puis ce budget, on aura Sophie de Menton avec nous, ce budget contre les entreprises, ce budget qui va pénaliser les entreprises. Et puis, est-ce que vous n'avez pas assez de tomber sur des répondeurs automatiques quand vous avez des démarches administratives à faire, taper 1, taper 2, la déshumanisation des services publics en particulier. Grand article dans le Figaro, et on va en parler. À tout de suite.